Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bénédicte Mastroianni, qui est pneumologue au Centre Léon Bérard. Bonjour madame. Bonjour. Et monsieur Jackie Billon-Grand, qui représente AG2R, la mondiale. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde. On va encore parler un peu de Covid, bien sûr. Et tout de suite, docteur Mastroianni, je voulais savoir comment s'était adapté le Centre Léon Bérard à cette crise. Parce que ça nous est tombé quand même d'un coup. Oui, bonjour. Oui, ça nous est tombé d'un coup l'année dernière, pendant les vacances de février. Comment faire avec le Covid dans un centre anticancéreux, qui est donc un centre de soins dédié au cancer, et qui n'est pas dédié à prendre en charge les maladies infectieuses. Et pour autant, la vague de patients atteints de Covid était tellement importante qu'il était de un pas question qu'on ne joue pas notre part aussi dans la prise en charge des patients atteints de Covid. Et puis, l'autre grosse partie de la difficulté, c'était comment continuer à traiter les patients du cancer, tout en minimisant les risques qu'ils puissent développer une infection Covid sur une maladie, comme vous l'a dit tout à l'heure Florence Adder, qu'on ne connaissait pas très bien, voire même pas du tout, et où chaque jour, on apprenait quelque chose de plus. Donc nous aussi, on s'est beaucoup aidé entre personnes qui travaillent, qui traitent des cancers en France et en Europe, avec des recommandations qui étaient établies très rapidement, qui étaient modifiées, parfois d'une semaine à l'autre. Alors après, comment on a fait ? Oui, parce qu'il fallait protéger ces patients-là, voilà, qui étaient un peu plus vulnérables, quoi. On a sanctuarisé le circuit du patient qui n'était pas atteint de Covid, avec donc le centre s'est fermé aux visites. Chaque patient qui arrivait était dépisté en termes de symptômes. On lui prenait sa température. S'il y avait le moindre doute, le patient était orienté sur une filière Covid et avait une PCR, était dépisté, avait un scanner, etc. Ça veut dire que vous avez ouvert une unité Covid chez vous ? Oui, on a séparé en deux le service d'accueil des urgences. Oui. Il y avait la moitié des patients qui venaient pour des urgences qui étaient non liées à une suspicion de Covid, et l'autre moitié où c'était une suspicion Covid. Et puis on a ouvert dans le Centre Léon Bérard un service de pneumologie maladies infectieuses où on traitait les patients qu'on suivait pour un cancer et qui avaient un Covid, sachant qu'en fait, nous, on avait convenu de ne garder au Centre Léon Bérard que les patients chez qui on avait décidé en amont de ne pas les envoyer en réanimation, à cause de la gravité de leur cancer le plus souvent. Donc on a éduqué tout un personnel soignant à mettre en place les protections, à travailler avec ce que vous avez vu à la télé, quoi, les combinaisons, les masques à visière, etc. Et à faire de l'infectiologie et de la pneumologie, y compris très limite parfois des soins intensifs respiratoires, avec un personnel soignant et des médecins qui n'étaient pas du tout formés à ça. Donc on a 2 pneumologues et une interniste. Là, on est devenu bankable, les pneumologues, l'année dernière. Donc on s'est un petit peu reconverti. Et au début, on pensait que c'était temporaire. Et finalement, l'unité Covid, elle est restée ouverte plus d'1 an. Parce que donc, on va bien préciser pour l'auditoire qui nous écoute que vous avez continué les traitements contre le cancer pendant la pandémie. Oui, on a continué et c'était vraiment la chose la plus importante pour nous. On est centre de lutte contre le cancer. On était là pour soigner les patients du cancer. Le cancer ne s'est pas confiné, il ne s'est pas arrêté et il n'était pas question d'arrêter les traitements. Pour autant, je peux vous dire qu'on avait vraiment peur quand on faisait sortir les gens de chez eux pour faire des chimiothérapies. Donc on a essayé de suivre toutes les recommandations, on travaillait organe par organe, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même été protégés parce qu'on a pu, nous, continuer toute notre activité. Moi, je fais des chimiothérapies, on a continué de manière inchangée. On n'a annulé aucune intervention du cancer en dehors des chirurgies de reconstruction. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas c'est pas péjoratif sur le plan psychologique de décaler une reconstruction. Néanmoins, en termes de chirurgie curatrice du cancer, tout a été fait en temps et en heure. Voilà, c'est la reconstruction qui n'a pas été faite. Petite exception, oui. D'accord. Ouais. Et ces patients que vous avez accueillis qui, malheureusement, en plus du cancer, ont attrapé le Covid,
Ça a été, j'imagine, difficile de les soigner parce que plus d'immunité. Ah oui. Alors c'est maintenant bien publié et bien reconnu que le cancer est un facteur de faire un Covid grave. Nous, on l'a appris en le vivant, en perdant des patients, beaucoup de patients avec des pathologies hématologiques, beaucoup de patients aussi avec des cancers du poumon. Globalement, la moitié des patients qu'on a envoyés en réanimation sont morts. Et dans notre unité Covid, moi j'ai repris les dossiers très récemment, on a quand même un tiers des patients qui sont décédés directement du Covid. Alors par contre, donc, les gens qui avaient des suspicions de cancer, comment ça s'est passé? Il y a eu des retards là, de diagnostic? Alors, on a des données à l'échelon national. On sait maintenant que globalement, sur l'année 2020, il y a à peu près, on a regardé ce qui s'était passé dans les centres unicancer qui traitent à peu près 20% des cancers en France. Il y a un retard, il y a 6% de diagnostics en moins. Ça concerne essentiellement les cancers les plus fréquents qui sont le sein et la prostate. Ça concerne surtout les hommes. Ce qu'on a montré aussi, c'est que par contre, tous les patients nouvellement diagnostiqués ont été pris en charge en temps et en heure. Alors pourquoi il y a eu moins de nouveaux patients? L'incidence de nouveaux, elle a même diminué de 20% pendant mars et avril l'année dernière, où c'était épouvantable, où tout le monde était fermé chez soi. Mais il y a eu un arrêt des programmes de dépistage. Vous vous rappelez que d'un seul coup, il y avait plus de coloscopie, il n'y avait plus de mammographie, donc il n'y avait plus de dépistage. Il y avait aussi une vraie inquiétude et une vraie difficulté des patients à accéder à leur médecin généraliste. Et puis, il y a aussi quand même des patients qui sont restés chez eux, cloîtrés chez eux avec des symptômes. Donc ça, on l'a montré pour le sein, pour la prostate. Cette étude, elle estime que globalement, il y a un risque accru de décès lié à ce confinement, décès du cancer qui va aller de 1000 à jusqu'à peut-être 6000 personnes. Et puis très récemment, on a des collègues gastro-entérologues, toujours sur les centres unicancer, qui ont regardé un petit peu ce qu'on appelle la charge tumorale. Globalement, c'est la gravité des cancers du côlon, ceux qui ont été dépistés avant le confinement et ceux qui ont été dépistés après. Et il y a une augmentation très significative de la gravité de ces cancers après le confinement. Et là aussi, ça s'explique bien par notamment l'arrêt des programmes de dépistage. Alors par contre, vous, le Centre Léon Bérard, vous avez maintenu le lien avec vos patients, oui. et même avec de la téléconsultation? Oui, du jour au lendemain. On s'est organisé en téléconsultation. En 2020, il y a eu près de 13 000 téléconsultations qui ont été faites. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau mode de communication avec nos patients. Donc ça aussi, on s'est éduqué. On s'est éduqué en 48 heures, en fait, à cliquer sur les liens et à parler aux gens avec l'écran. Je crois que c'était extrêmement essentiel en termes de maintien du lien. Moi, je travaille aussi en soins de support, donc je m'occupe de la douleur, je m'occupe du dépistage des besoins psychologiques, etc. Et les gens étaient terrorisés et terrés chez eux, en fait. Donc vraiment, le lien et la réassurance et de l'oncologue et des métiers de soins de support a vraiment pris, je pense, toute sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on est quand même sorti de toutes ces vagues, en fait, on a continué les téléconsultations par certains patients. Donc, j'ai récupéré les chiffres pour en discuter avec vous aujourd'hui. Et là, on fait encore à peu près 600 téléconsultations par mois pour des patients qui habitent très loin, pour éviter parfois certains trajets. Enfin, je crois que c'est aussi, ça ne remplace pas tout, mais c'est quand même un moyen de communiquer et de soigner à distance, y compris en faisant intervenir les professionnels de ville. On fait des téléconsultations assez régulièrement avec l'infirmière libérale qui va être chez le patient, voire même à 3 avec le médecin traitant. Enfin, des nouveaux modes de communication. Et donc finalement, une des conséquences un peu positives de cette crise sanitaire, parce que finalement, avec ces téléconsultations, on évite les déplacements. Comme vous le disiez, vous soignez à Léon Bérard des gens de toute la région. Oui, pour moi, les conséquences positives, moi j'ai été impressionnée par la force de frappe finalement dont on a été capable, soignants réunis, d'ouvrir un service d'infectiologie dans un centre de lutte contre le cancer, la capacité, la rigueur de tous les soignants à
à appliquer les règles, à faire des circuits. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. Et puis cette unité aussi qu'il y avait, et heureusement qu'il y avait ça, parce que c'était vraiment dur. Et puis c'est vrai qu'il en sort des choses vraiment positives. D'abord, une espèce d'unité qui reste, en fait, pour tous les gens qui ont été là-dedans. Et puis quand même cette téléconsultation qui, moi, sur mon versant soins de support, soins palliatifs, était un projet qu'on avait, parce qu'on savait que c'était faisable, qu'il y avait des établissements pilotes en France qui le faisaient. Bon, du pilote, on va faire ça dans 6 mois. Le lundi matin, on s'y est mis, en fait. Jackie Villon-Grand, l'organisation pendant cette crise sanitaire donc, a généré des changements. On vient d'en avoir un exemple. Il y a eu d'autres changements, j'imagine, aussi, dans les entreprises, par exemple. Oui, alors, allez-y, ça va marcher. Oui, donc, alors, nous... Bonjour à tous, ça y est, ça marche. Oui, donc nous sommes un groupe de protection sociale, donc à la fois retraite complémentaire et groupe assurantiel en santé et prévoyance. Donc il y a eu plusieurs changements déjà pour nous. Vous pouvez enlever votre masque parce que vous êtes à distance suffisante. Ah, bon. Bonjour, c'est moi. Donc oui, je disais, par rapport à nos activités, on a eu à la fois des modifications en interne vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis plus globalement du monde de l'entreprise. Donc mon point de vue, il n'est pas lié à la santé au sens médical du terme, mais plus à la santé sociale et économique. Et l'impact qu'a eu, qu'a toujours d'ailleurs, la Covid sur ces enjeux-là. Pour résumer, pour nous en tout cas, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'en tant qu'assureur en santé, on va favoriser plus qu'on le faisait jusqu'à maintenant la téléconsultation. C'est-à-dire que dans les produits, l'offre santé pour les mutuelles en général, c'est pas spécial à nous, c'est un acte, c'est quelque chose qui va vraiment, qui était déjà dans l'offre produit, mais qui va se développer. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, en tant que partenaire du monde de l'économie sociale et solidaire, ça a été aussi l'occasion d'accompagner des structures, je pense en particulier aux structures de l'aide à domicile. On parlait de liens avec les personnes qui étaient malades à domicile ou dépendantes à domicile. Et là aussi, il y a un vrai enjeu qui a émergé de manière encore plus significative qu'elle l'était avant la période Covid. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a besoin de créer du lien social, et pour autant, il faut aussi des professionnels pour créer ce lien-là. Et aujourd'hui, on a un vrai défi et déficit d'individus qui sont capables, donc de professionnels qui sont capables d'aller au domicile des personnes âgées, en particulier et dépendantes, ou dépendantes, après, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et ça, c'est un vrai enjeu qui a explosé avec cette situation-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que comment protéger les professionnels dans une situation de pandémie comme celle-ci, mais aussi favoriser l'accès des professionnels au domicile des personnes qui sont elles-mêmes touchées par ces problèmes-là. Et là, on n'a pas la solution aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un vrai défi, et on y travaille avec les associations d'aide à domicile pour à la fois leur permettre de recruter du personnel, elles n'en trouvent pas, qualifier ces personnes par rapport aux enjeux. On sait que peut-être que cette situation, là c'est plutôt les gens les médecins qui peuvent le dire, mais on peut penser que c'est des situations qui peuvent revenir. En tout cas, nous, en tant qu'assureurs, on y pense. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui travaillent sur le risque futur d'autres pandémies, et comment aussi assurer ces futures pandémies. Mais au-delà de ça, c'est comment aussi préparer tout le secteur de l'accompagnement, alors pas du soin, mais de l'aide à domicile, à accompagner ces enjeux-là. Et donc, c'est un vrai défi, comme je le disais tout à l'heure. On est loin d'avoir trouvé la solution, parce qu'on a bien vu, l'hôpital ne peut pas accueillir tous les patients. L'hôpital à domicile, c'est quelque chose qui se développe. Le soin à domicile, c'est quelque chose qui se développe. Mais pour ça, il faut du monde, il faut du potentiel d'intervenants à domicile. Et ça, donc bien sûr, vous savez certainement qu'il y a un problème de salaire, de reconnaissance pour ces personnes-là. Problème de compétences aussi par rapport aux évolutions du métier. Voilà, donc gros défi. Et on y travaille aujourd'hui. Ça passe par des enjeux, bien sûr, de reconnaissance via des salaires plus intéressants, mais aussi ça passe par des réflexions sur des nouvelles organisations du travail, donc qui ont été impactées par la Covid. On est bien là sur les conséquences de ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, et comment on repense des organisations du travail qui vont favoriser
et permettre des interventions à domicile de manière plus efficiente, avec pour l'instant un manque de personnel. Donc voilà, ça c'est un des aspects, mais on a aussi en matière d'organisation du travail, on a travaillé par exemple aussi avec le secteur de l'intérim. Alors là c'était un autre aspect, c'est-à-dire comment des gens qui ont été arrêtés, qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps, comment les amener à retourner au travail. Des gens qui veulent travailler mais qui pour autant craignent. Oui, j'ai pas travaillé pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an peut-être. De nouveau, il y a de nouveau une activité professionnelle qui se propose à moi, mais j'ai envie d'y aller, et puis à la fois, je sais plus trop comment y aller, j'ai peur un peu, est-ce que j'ai toujours les compétences, et ça aussi, c'est un effet de la pandémie qu'on a vécu, et comment les organisations, c'est-à-dire comment les directions d'entreprise, et entre autres là c'était de l'intérim, mais ça peut être vrai dans d'autres entreprises, et comment les managers prennent en compte ça, c'est-à-dire comment les managers aujourd'hui sont capables d'entendre que des gens peuvent avoir des craintes dans le retour à l'activité professionnelle, peur de contamination, peur d'être contaminé, peur de retrouver dans un monde qu'ils avaient oublié pendant quelques mois. Et comment ça s'est accompagné. Donc il y a des actions aujourd'hui qui sont mises en place pour permettre à la fois aux directions et aux managers de prendre d'une part conscience de ça, et puis surtout de trouver les bonnes attitudes, les bonnes postures pour permettre à ces gens-là de revenir à l'emploi, parce que l'emploi c'est aussi une question de santé, hein. Le travail c'est la santé, mais on se rend compte de toute façon qu'il vaut mieux travailler que pas travailler en termes de santé. Et on voit bien comment la situation sanitaire qu'on a vécue a accentué toutes ces problématiques-là. Donc il y a un gros travail aujourd'hui qui est fait dans ce sens-là dans certains secteurs professionnels. Voilà, donc je sais pas. Et le télétravail, bien sûr, qui continue. Ah, bien sûr, oui. Alors, effectivement, le télétravail qu'on a tous vécu, enfin, je sais pas, la plupart de ceux qui travaillent ici, on l'a subi dans un premier temps. Hein, moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas vraiment préparés au télétravail, comme plein d'autres. Donc, pendant une semaine, on a un peu bataillé, et puis après, les outils, on se les a apprivoisés, et puis voilà, ça s'est passé. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, on ne reviendra pas à la situation d'avant. C'est-à-dire que le télétravail va rester un acte de travail qui va prendre de l'importance, enfin qui prend déjà de l'importance, mais qui va continuer à en prendre, alors dans certaines limites, bien sûr. Et là aussi, c'est pas anodin en matière de conditions de travail, de santé au travail, de qualité de vie au travail. Et ça demande de l'accompagnement des directions, des managers. Comment je manage des gens à distance ? Comment je fais du lien, du collectif, malgré l'éloignement des individus. Voilà, ça c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Et puis pour les individus qui ont à la fois trouvé un certain bien-être dans le télétravail, c'est vrai que pour ceux qui habitent en banlieue de Lyon, ne pas venir dans le centre de Lyon tous les jours, c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, ils ont aussi besoin d'être en contact avec leurs collègues. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler et trouver les bonnes attitudes, les bons rythmes pour permettre à chacun à la fois de trouver et de garder le bon côté du télétravail, mais aussi de continuer à être en lien avec les autres. Hein. La notion du lien en matière de santé est essentielle. Et donc le lien social, hein, comme c'est dit dans la définition de l'OMS, vraiment c'est quelque chose qui aujourd'hui nous impacte tous dans les organisations professionnelles. Donc bien entendu que le télétravail, paradoxalement, il apporte à la fois plein de bonnes choses. Alors, je ne parle même pas des aspects écologiques, hein, au niveau de l'environnement et qu'on évite de se déplacer trop. Mais inversement, il faut qu'il soit accompagné pour éviter que ça fasse des dégâts en matière de risques psychosociaux, hein, principalement. Voilà, donc ça c'est aussi un sujet sur lequel on est amené à travailler avec à la fois les entreprises, mais aussi les organisations syndicales, tant patronales que salariales, parce que c'est une responsabilité collective, voir comment on peut être meilleur ensemble face à cet enjeu. Et il y avait un avant-Covid et il y a un après-Covid par rapport à tous ces enjeux-là. Alors je dirais que dans un sens, c'est plutôt une bonne chose aussi, parce que ça fait bouger les lignes. On était des fois un peu mou, un peu difficile à bouger dans les organisations, hein, nous compris dans des groupes comme les nôtres, voire peut-être même surtout dans des grands groupes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il s'ouvre des potentiels d'organisation qui peuvent être intéressantes et qui vont peut-être pouvoir permettre de travailler aussi sur la qualité de vie au travail, justement. Et donc ça peut être un aspect positif de ce qu'on a vécu pendant cette année et demie, de se dire, voilà, il y a peut-être d'autres façons de travailler.
On n'est pas obligé de rester au bureau jusqu'à X heures. Ça, c'est un peu en France, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on travaille si on est au bureau. Et on s'aperçoit que travailler de chez soi, on peut être aussi productif, voire plus productif. Ça a été un des résultats de certaines enquêtes. Alors, à long terme, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été évalué comme ça. Donc voilà, ça bouge sérieusement, en tout cas, la façon dont on peut penser les organisations du travail et donc, globalement, la qualité de vie au travail. L'après-Covid, donc, se dessine, on va dire. Et comment ça se passe au Centre Léon Bérard, cet après-Covid? Aujourd'hui, donnez-nous la situation à l'instant T. Alors, la situation, elle est qu'on n'a actuellement plus de nouveaux patients diagnostiqués Covid. On a même très peu de suspicions Covid. En fait, on a pris l'habitude tous les matins de recevoir depuis 1 an et demi un mail de la cadre de nuit qui fait le point dans tous les services des suspicions, etc. Et donc, il y avait des matins, je regardais les mails, on avait 10, 15 noms, etc. Et là, depuis plusieurs semaines, on n'a maintenant plus rien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a été très proactif en termes de vaccination. On a vacciné nos patients, on est venu à nos patients, on est venu aux patients pour les vacciner le plus possible. On a vacciné les patients, ils venaient en chimiothérapie en hôpital de jour et ils repartaient, ils avaient eu leur chimiothérapie, leur immunothérapie et leur première dose, puis leur deuxième dose. Et là, on est sur la 3e dose puisqu'on a des patients qui ont... nos patients sont une indication de 3e dose depuis début septembre. On est encore en accès restreint. On soigne les patients, quel que soit le pass sanitaire, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. La prise en charge du cancer passe avant, vacciné, pas vacciné, PCR, pas PCR. Par contre, on a quand même des patients qui sont fragiles, donc on doit les protéger. Donc l'accès aux visiteurs n'est autorisé que pour les personnes qui ont un pass sanitaire. Et on est encore contingenté aussi parce qu'on a des problèmes un petit peu de locaux, et notamment l'hôpital de jour qui tourne énormément et qui tourne encore plus depuis la fin du Covid. On a aussi appris que on ne pouvait pas mettre 3 personnes qui attendaient sur 3 chaises l'une à côté des autres, plus les visiteurs, etc. Donc ça reste encore avec des restrictions et des gardes à l'entrée qui vérifient, et c'est pas toujours facile. Après, nous, ce qu'on a vraiment essayé de dire pendant tout ce temps, c'est si vous avez des symptômes, consultez. Si vous palpez une boule dans le sein, on est sur Octobre Rouge, consultez. On a sanctuarisé les prises en charge. Et ça, on a réussi parce qu'il y a eu très peu, alors il y en a eu, mais il y en a eu très peu des cas de Covid nosocomiaux. Donc il n'y a plus d'unité Covid aujourd'hui chez vous? Non, il n'y a plus d'unité Covid. Elle a fermé. L'unité Covid, elle a fermé elle a complètement fermé fin juin, mai-juin. Et on a gardé un petit peu sur l'été, à chaque fois 1 ou 2 patients qu'on mettait au fond de l'ancienne unité Covid. Mais par contre, les réflexes et tout ce que les soignants ont appris en termes de réflexes, en termes d'isolement, en termes de protection, en termes de gestes barrières, ça reste. Et ça, c'est un bénéfice pour tout le monde, tout le temps. On parlait tout à l'heure des autres viroses. Il y a les patients qui ont des traitements pour des cancers sont sensibles à plein d'infections aéroportées. Et donc, c'est gagnant-gagnant, en fait, maintenant. La G2R, dans cet après-Covid, vous faites toujours de la prévention, bien sûr? Oui, comme je le disais, on redouble d'activité auprès de certains secteurs. Donc, j'ai parlé de l'aide à domicile, mais c'est vrai dans d'autres secteurs aussi. On travaille avec les CARSAT, sur l'aspect risque professionnel, différents acteurs, les services de prévention et de santé au travail qui sont essentiels aussi, parce qu'il y a bien sûr des enjeux de santé. C'est avec ces gens-là qu'on se doit de travailler quand on est en situation de travail, d'activité professionnelle. Et entre autres, se pose la question de retour à l'emploi de gens qui ont eu un Covid.
un Covid, je sais plus. Enfin bon. Oui, on dit un ou une. Voilà, un Covid long en particulier. Et comment ces gens-là sont accompagnés dans le retour à l'emploi et comment on prend en compte éventuellement les effets de ce Covid long en situation de travail. Alors ça, c'est une particularité qui est vraie pour le Covid, mais qui est vraie pour d'autres maladies. Et grâce aux soignants qui sont ici et d'autres qui ne sont pas là, et aux chercheurs, on a fait de gros progrès en santé, en soins, en capacité à soigner les maladies. Pour autant, les gens peuvent toujours être en partie malades, mais pouvoir aller au travail. Et ça aussi, ça questionne fortement les environnements de travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent à plein temps ou pas à plein temps, peu importe, mais qui ont aussi à se soigner. Et ça impacte aussi les organisations. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en compte quand on pense qualité de vie au travail. C'est comment des gens qui doivent se soigner, mais qui peuvent aussi travailler, comment l'environnement de travail leur permet de continuer à travailler. Et comment l'environnement, c'est-à-dire à la fois les collègues de travail, mais aussi l'encadrement, prennent en compte ces dimensions-là, sans non plus tomber soit du côté assistant ou assistante sociale, ni... on a deux attitudes souvent dans ce type de rapport à la maladie en situation de travail. C'est soit le manager veut en faire trop, et veut aider, suraider la personne qui a quelques difficultés, soit au contraire, il dit c'est pas mon problème, c'est un problème de santé perso, et il laisse ça à l'entrée du boulot, et puis il reprend ça quand il sort. Donc notre rôle là en ce moment, et ça touche des gens qui ont été atteints par la Covid, c'est aussi d'accompagner donc ces managers sur cette prise en compte, quelle bonne attitude avoir quand je suis face à quelqu'un qui revient à l'activité professionnelle, qui a eu un gros souci de santé, qui continue à se soigner, mais qui peut travailler malgré tout, et qui a envie de travailler, bien souvent d'ailleurs. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui se précisent et qui se sont amplifiées. Alors c'était déjà vrai avec des gens qui avaient des maladies type le cancer, qu'on voit aujourd'hui revenir en activité, tant mieux. Voilà, mais le Covid renforce aussi ça, c'est-à-dire que le soin en situation de travail. Enfin, c'est pas, les soignants sont pas dans la situation de travail en tant que telle, mais comment on prend des gens qui ont à un moment donné une maladie de plus ou moins longue durée et qui continuent à bosser ou qui reviennent au boulot, voilà. Donc ça, c'est pas neutre dans la façon de penser le management, l'organisation du travail et les attitudes de ceux qui ont en responsabilité des équipes de travail. Le professeur Adair l'a dit tout à l'heure, le virus est toujours là, il faut vivre avec. J'imagine que vos patients, vous faites aussi beaucoup de prévention. Les gestes barrières sont maintenus. Nous avons essayé de les maintenir aujourd'hui encore. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Billon-Grand. Merci, Madame Mastroianni. Bon courage dans vos différentes entreprises. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Cette journée se terminera tout à l'heure par la remise des trophées de la santé. Merci à tous pour votre écoute. Merci aux partenaires qui ont permis, avec le progrès, d'organiser cette journée. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup.